Bonjour à toutes et à tous, je suis trop content de vous retrouver pour ce talk car quand j'ai découvert le sujet, j'ai trouvé ça dingue. Je vous remets dans le contexte. On m'a invité à découvrir une poissonnerie. Bon, a priori c'est pas directement mon rayon. Moi mon truc c'est plutôt les chefs, les restaurants, mais il n'y a pas de cuisine sans produits. Et on m'a dit, vas-y, tu verras, t'as jamais vu ça. Bon, moi on me vend de l'inédit, du jamais vu, du génie tous les jours. Donc bon, on se parle d'une poissonnerie, faut peut-être pas exagérer. Voilà ce que je me suis dit. Mais j'y suis allé car je suis curieux, c'est comme ça. Donc go au marché Saint-Germain, 6e arrondissement de Paris, la poissonnerie s'appelle Viot, V-I-O-T, et donc je débarque et en effet, j'avais jamais vu ça. Il n'y a pas de glace sur les étals, les poissons attendent en vitrine comme chez le boucher. Il n'y a pas d'eau au sol, les poissonniers n'ont pas de bottes, il y a du poisson suspendu qui mature dans des sortes de frigos. Bref, fallait que je vous en parle car vous allez voir derrière ce que je vous ai décrit là, c'est toute une filière, toute une manière d'appréhender ce produit qu'on va questionner. Et cette révolution qui débute là, on la doit à Arthur et à sa femme Marie-Victoire. C'est chez eux que je me suis rendu pour vous faire découvrir l'idée et la vision d'Arthur, et je suis sûr que, comme moi, si vous êtes gastronome passionné, si la cuisine c'est votre métier, si vous êtes pêcheur ou poissonnier, peut-être que, comme pour moi, cet épisode va vous retourner le cerveau. En tout cas, plus jamais vous ne regarderez un poisson de la même façon. Ouais, il y a moyen qu'il fasse réagir cet épisode. Allez, go! On part du constat de cette vision avec Arthur qui nous explique pourquoi ces poissons n'attendent pas le client sur la glace. Les poissons sont conservés dans des vitrines réfrigérées, donc ils sont soit suspendus, soit exposés, allongés. Le but c'est que on n'apporte pas d'humidité à la conservation du poisson et que on ne laisse pas le poisson suinter, donc c'est-à-dire qu'il va être vraiment baigné dans son jus. C'est pour ça qu'on a des vitrines où on suspend le poisson et des vitrines où on le présente, mais que temporairement, où il va être allongé, un peu comme un étal de poissonnerie ou alors une vitrine de boucherie. On va vraiment, c'est vrai qu'il y a pas mal de similitudes avec la boucherie. Et donc le but c'est que le froid soit extrêmement bien réparti et ce froid ventilé en fait qu'on a voulu créer pour remplacer le froid qu'apportait la glace. Et ça c'était un peu tout le questionnement, c'était de se dire est-ce que la glace est indispensable à la conservation du poisson ou est-ce qu'on peut pas simplifier les choses, se passer de la glace et du coup simplement conserver avec des vitrines. Et trouver une autre méthode. Alors on va remonter le fil. On est parti de ce constat parce que c'est vrai que quand on entre chez toi, chez vous, on est choqué. On voit ces poissons, on se dit mais merde, ils sont au sec, c'est bizarre, il n'y a pas de glace, comment c'est possible? Donc remontons aux origines de l'idée. Comment est venue cette idée qui, sur le papier, dès qu'on le voit, est très surprenante et fait parler forcément? En fait, ce qui s'est passé, si je remonte le fil jusqu'au début, on a, en fait, avec mon épouse Marie-Victoire, on a voulu changer de métier. On était donc, elle est ingénieure en énergie, elle était chez EDF, et moi, je suis juriste en droit des affaires et spécialisé en droit des assurances, et je travaillais pour Allianz, donc strictement rien à voir. On est loin du poisson. Voilà, on était loin du poisson. On était tous les deux dans nos bureaux, dans des tours bien haut perché, et regardant par la fenêtre en se disant et si ailleurs il y avait pas un meilleur carré d'herbe. Et en fait, du coup, on s'est posé pas mal de questions parce que c'est bien la reconversion professionnelle, mais il faut aussi trouver ce qu'on veut faire, trouver la bonne idée. Et on s'est dit que le meilleur moyen pour trouver la bonne idée, c'était de mettre les mains dedans. En fait, c'était vraiment de se dire, on va s'engager dans un métier ou en tout cas s'engager dans le concret de la pratique pour comprendre et aller chercher la bonne idée. Et en fait, moi, c'est parti de là. Déjà, l'idée c'était de se dire, ok, il faut qu'on mette les mains, il faut qu'on fasse. On s'est posé pas mal de questions parce que Marie-Victoire, elle est originaire de Châlot-Saint-Marc, qui est un petit village où il y a des cressonnières dans le 91, et du coup on s'est pas mal posé ces questions-là, par exemple une monoculture, développer un produit, enfin on a pensé vraiment à plein de choses. On était assez passionnés aussi d'architecture, de maisons, et donc on s'était vraiment posé la question de faire revivre un lieu autour de l'agriculture. Enfin, c'est pas parti simplement du poisson, et je crois que c'est hyper important parce que dans notre cheminement ça a été vraiment de trouver en fait un endroit d'un secteur d'activité qui nous passionne et où on est vraiment envie d'y aller à 200%. Et en fait, tout ça a commencé comme ça. Et à un moment, j'ai dit à Marie-Victoire, moi j'étais assez passionné du milieu marin et du milieu aquatique. En fait, j'ai fait beaucoup de plongée sous-marine quand j'étais jeune. J'ai toujours fait des sports aquatiques. Je faisais de la chasse sous-marine ensuite au harpon, etc. Un petit peu de pêche aussi. Donc c'était un milieu qui te plaisait, il y avait cette appétence. Qui me plaisait beaucoup. Et pendant mes études de droit,
en plus, j'allais travailler chez un de mes très bons amis qui s'appelle Jean-François Quintin, qui est ostréiculteur à la Trinité-sur-Mer. Et en fait, j'allais passer, si tu veux, les années de droit se finissent en gros aux alentours du 15 mai. En général, ça finit assez tôt. Et du coup, on a un énorme été. Et moi, j'avais envie de bosser. Ouais. C'est cool. Mais bon, j'avais toujours des étés très chargés parce que je me trouvais toujours des jobs à droite à gauche et pas mal en agriculture et beaucoup en ostréiculture. Et en fait, ça m'a énormément plu de travailler les huîtres avec Jean-François. Il m'a quand même transmis une grande passion pour ce secteur-là. Et puis en fait, il a ouvert un restaurant de fruits de mer, une dégustation comme ça se fait beaucoup sur la côte. Et donc il m'a tout de suite mis en cuisine et j'ai commencé à préparer plein de trucs. Ça m'a passionné de travailler les coquillages, le rythme de la restauration sans que ça soit trop excessif, mais ça m'a vraiment plu ce côté mise en avant du produit de la mer. Et donc voilà, et je me suis la petite graine était plantée. Voilà, la petite graine était plantée, elle commençait à germer un peu dans mon cerveau et en fait, j'ai dit à ma recteur mais attends viens, on fait ça moi par exemple la poissonnerie, je vois que toutes les reconversions professionnelles qu'on a autour de nous s'orientent vers la boucherie, c'est un peu rock'n'roll, il y a toute l'œuvre de Lou Bourdonnais etc. Qui a été reprise avec des bouchers avec du gros rap vénère, des casquettes à l'envers et tout. Mais alors la poissonnerie et là je lui ai dit mais la poissonnerie personne l'envisage. Ouais, personne n'envisage la poissonnerie. C'est quelque chose qui est un peu désagréable. On pense tout de suite poissonnerie, mauvaise odeur, le poissonnier, le vieux désagréable avec son ciré et ses bottes. J'étais là, mais c'est quand même pas possible. Astérix aussi, moi je pense à Astérix. ouais. Tu vois. Il est pas frais mon poisson. Ouais, c'est ordre alphabétique, qui passe son temps à se foutre sur la gueule avec l'autre, quoi. Donc t'imagines la réputation du milieu des poissonniers. Et puis le poisson en lui-même. Enfin, on a dans un milieu aquatique un animal qui est absolument fabuleux, qui est rayonnant, qui est plein de couleurs, plein de lumière, en plus dans un milieu qu'on maîtrise pas, donc il y a tout un truc un peu mystérieux autour du poisson. Et d'ailleurs je trouve que la gastronomie du poisson est quand même un pan monumental, et pas du tout exploité, et il y a un manque de culture énorme sur ce milieu-là et sur ces produits-là. Alors certains chefs évidemment en sont experts, mais c'est pas la norme. Et alors chez les consommateurs, c'est encore pire. Il y a une méconnaissance absolue. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la cuisine du poisson est compliquée, elle est délicate. On a toujours peur de tomber sur une arête. Il y a des écailles à retirer. Le poisson a des mauvaises odeurs. Enfin, il y a un ensemble il y a un espèce de package poissonnerie. Où tu t'es dit, tiens, formidable, il y a plein de freins, allons-y. Voilà, exactement. Non, mais tu rigoles. Ça a été un énorme moteur de me dire qu'il y avait plein de verrous à faire sauter comme ça, en me disant, mais je vois pas pourquoi. Effectivement, il y a plein de secteurs qui sont ultra dynamiques, boulangerie, pâtisserie, même cuisine. Les reconversions professionnelles sont vachement orientées vers ça. Et poissonnerie, pas du tout. Et ça a été un moteur de dingue. J'ai dit à Marie-Victoire, mais là, il y a la poissonnerie, puis j'avais en tête aussi tout le savoir-faire japonais. Je voyais à quel point on admire la culture japonaise autour du poisson, tout l'ensemble de matériel, le langage, le travail, l'espèce de truc qui est presque sacré autour du travail du poisson par les grands chefs japonais. Et à côté de ça, la poissonnerie qui est au milieu de tout ça, mais qui se démarque pas. Et ça m'a vraiment. C'est vrai qu'il y a rien de plus. Enfin, il y a rien qui ressemble plus à une poissonnerie qu'une poissonnerie. Ah bah oui. Non mais tu vois, on se dit pas. Entre guillemets, je crois que le seul critère de jugement d'un consommateur lambda en France, c'est de se dire, là, est-ce que le poisson est bon, et là, est-ce que j'ai été malade? Parce que clairement, même en termes de palais, les gens sont pas du tout éduqués. Bah oui. En gros, est-ce que le poisson est bon, ou est-ce qu'il est frais, est-ce qu'il est pas frais? Et voilà. Mais par contre, la poissonnerie A, c'est la même que la poissonnerie B. C'est ça. T'as pas de différence. En fait, je trouve qu'il y a, nous, à travailler le poisson tous les jours, on se rend compte que, par exemple, je te fais goûter, je sais pas, un bar cru, une dorade crue, en fait, qui va faire la différence? Et ça, c'est énorme, comme je trouve ça hyper séduisant de pouvoir créer un peu, alors peut-être pas comme, je sais pas, comme l'œnologie ou des choses comme ça, mais créer un peu une culture du poisson. Et montrer que si, bien sûr qu'il y a des différences, voilà, et que, bien sûr. Qu'il y a des différences, de texture, et puis qu'il y a presque, j'ai presque une expression qui me vient qui serait de terroir marin, parce qu'en fait tu vois que t'as des dorades qui vont consommer plus de coquillages, t'as des bars qui vont consommer plus d'espèces de poissons, en fonction de l'année elles vont avoir des taux de graisse différents, en fonction de leur zone de pêche elles vont être vraiment différentes, et après voilà. Et c'est pour ça, tu vois, que je voulais qu'on se parle, parce que je trouve que, en fait, au-delà de l'idée entrepreneuriale, que je trouve hyper séduisante, et on va le voir, en fait, parce qu'elle a fait soulever plein d'idées reçues, c'est ça que je trouve intéressant. Et ce que tu dis là, tu vois, quand on le traduit et quand on le transporte sur le terrain de la viande,
Évidemment, on a déjà entendu des gens nous dire, elle a mangé que de l'herbe. Et ça change tout, et sur le gras, et machin. Et ça, pour la viande, c'est complètement assimilé. Et quand tu parles de terroir marin, et de la manière dont peut se nourrir telle espèce de poisson selon, eh ben, on ne l'entend, et on ne l'a jamais entendu. Ouais, C'est des trucs qu'on n'a jamais entendu. Donc t'as un pan Ouais. à conquérir qui est énorme. Tout à fait. Et tu vois, tu fais le parallèle avec la boucherie, par exemple, pour le goût, effectivement, en fonction de ce que les animaux ont mangé, etc., et de leur traitement. Mais justement, il y a aussi cet échange entre la gastronomie et la boucherie qui a fait que si aujourd'hui il y a tant de détails dans la découpe d'une vache, alors bien qu'il y ait quand même une complexité de muscles qui est très différente de celle d'un poisson, il y a des choses qui sont... Il y a une variété, la cartographie elle est un peu plus large. Voilà, et puis il marche sur 4 pattes, l'autre nage, enfin bon, c'est pas les mêmes fonctions et tout, mais il y a quand même eu cet échange entre la gastronomie et la boucherie qui a fait que la boucherie a découpé différemment certaines parties des animaux, a sorti certaines parties pour pouvoir faire les travailler en cuisine. Voilà, les travailler en cuisine, particulièrement pour des recettes, pour des demandes de chefs en fait. Et ça, on essaye vachement de le construire au fur et à mesure avec les chefs avec qui on échange et qu'on a la chance de pouvoir fournir en poisson, etc. Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que tu calques un petit peu l'élan qu'on pourrait avoir sur de la viande, c'est-à-dire la manière dont on va la préparer, la découper, la prêter entre guillemets pour qu'elle soit cuisinée. C'est un truc qu'on n'imagine pas pour les poissons, parce que les poissons en général, on se dit bon bah tiens, tu me lèves le filet, salut, merci, au revoir. Et là t'es en train de me dire que non, justement, on peut faire autre chose. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, si tu commences à échanger beaucoup avec par exemple un chef qui fait du sushi, du sashimi, etc., il va vraiment t'expliquer avec précision qu'à partir de telle hauteur du filet, là tu t'arrives quand même sur une zone où il y a beaucoup de tendons, donc peut-être que c'est une zone qui va être grattée. Bon, je dis un peu des banalités, mais en fait non, pour le commun des mortels, c'est vrai que quand t'as pas le nez dans le poisson, tu sais pas ça, mais et effectivement, en fait, ton filet déjà, tu le sépares minimum en 3 parties. T'as une partie ventrale qui va toujours être un peu plus grasse, une partie caudale, donc la partie du de la queue qui va être elle avec un peu plus de tendons, etc., qui elle va être plutôt dédiée à être grattée pour avoir des tartares, etc., quand on travaille cru en tout cas, ou alors au contraire qui va être pour le thon par exemple, les choses comme ça, qui va être cuite pendant longtemps pour avoir... C'est plus maigre. C'est plus maigre. Alors c'est plus maigre que le ventre par exemple, mais en tout cas comme il y a plus de tendons, etc., il y a des parties qui vont vraiment nécessiter d'être travaillées, en tout cas qui vont vraiment avoir besoin d'être travaillées pour faire fondre les parties qui pourraient être trop dures sous la dent. Et après t'as le haut du filet là qui va être une partie qui va être très noble, qui va servir à faire des sashimi par exemple, ou en tout cas une partie très très délicate, très belle. Enfin bon. Ça c'est quand on se rapproche de la tête du poisson. Voilà, exactement, le haut du filet, ce qu'on appelle le dos en fait. C'est pour ça on voit souvent les dos de cabillaud, tout à fait. tout le temps. Alors bon, cabillaud, on va éviter de parler de cabillaud, mais en tous les cas, c'est ça, cette espèce d'échange. Et puis il y a ça sur le poisson, mais il y a aussi ça sur les coquillages. Quand on voit comment les Japonais, je parle encore des Japonais, mais travaillent certains coquillages. Mais culturellement, ils ont une avance énorme sur nous sur ce terrain-là. Enfin... Oui, et en plus, ça s'explique. Hein, ils ont pas mangé de viande pendant très longtemps. Si je dis pas de bêtises, il y a presque 2000 ans sans consommation de viande. Donc il y a un savoir-faire énorme qui a été construit autour du travail du poisson, de sa consommation. Il y a tout un aspect très sacré aussi autour du poisson. Donc c'est vrai que voilà, il y a une certaine connaissance que j'aimerais voir naître, ou en tout cas grandir, parce que il y a plein de poissonniers en fait aujourd'hui qui ont des super savoirs, mais c'est des choses qui se transmettent de moins en moins parce que justement ce que je pointais au début, c'est-à-dire toutes les barrières d'entrée qu'il y a sur le métier de la poissonnerie font que les jeunes générations soit y arrivent, n'ont pas envie d'y aller, ils y arrivent par défaut, ou alors ils y arrivent par famille ou des choses comme ça, mais généralement des passions absolues pour le poisson. T'es en train de me dire que l'idée c'est de rendre un peu plus sexy la poissonnerie. Ouais, complètement. Non mais c'est ça, parce qu'en fait c'est une manière de le voir. Et alors tu faisais l'analogie. Ok, on a divisé le poisson en 3 parties. Ok, côté queue, ventre et puis le dos. Est-ce qu'il y a d'autres manières, et je le sais parce qu'on en a déjà parlé, mais est-ce que tu peux nous expliquer justement ce qu'on peut faire autrement, et ce que tu proposes toi ici? On a un très très bon exemple. Là en ce moment on fait un pop-up à la poissonnerie avec Masayoshi Haraguchi qui est un de nos chefs, un de nos amis chefs, et qui est pendant 3 mois à la poissonnerie, et là il prépare en fait on reçoit des têtes de thon, des têtes de poissons, souvent des gros poissons, et en fait il récupère par exemple énormément de parties qu'on a
pas toujours l'idée de valoriser. Bon, évidemment les joues, c'est ce qui paraît le plus logique, mais après, en fait, par exemple, les yeux de thon qui sont des très très grosses parties quand même, c'est un truc qui pèse sur un gros thon là, enfin un thon moyen, on va dire un thon de 80 kilos, on a c'est une boule lyonnaise quoi, c'est un truc qui va faire vraiment 200 grammes facile, et en fait il retire une partie qui va être trop dure, etc., et après il va y avoir une espèce de gélatine et d'une texture, on a l'impression qu'il nous en a fait façon un peu pied de porc pané, et effectivement ça a la texture du pied de porc, et ça c'est fabuleux quoi, et en fait on n'en mange pas, on est là ouais les yeux de poisson ça me dégoûte, alors que les gens mangent des rognons et des riz de veau, ça va. Donc en fait je t'avoue que moi sur le papier tu me dis je vais te faire manger des yeux de thon, bon j'y vais hein, mais j'y vais parce que c'est toi, mais ouais c'est ça. Mais en tout cas ça participe à la culture, je trouve, de la transformation du poisson. Alors il y a un Australien qui fait ça formidablement, qui est Josh Niland, qui nous a inspiré mais sur plein de choses, et qui est vraiment lui génial. A tissé vraiment le lien entre la boucherie et la poissonnerie. D'ailleurs il appelle ça fish butchery ou quelque chose comme ça. Et bah j'en reparlerai après si tu veux de nous quand on a découvert Josh Niland, mais c'est marrant parce que tout le monde nous dit mais attends mais vous avez pompé l'idée sur Josh Niland, il existait avant vous, et je dis ben en fait déjà puis lui il a rien inventé non plus en fait, et c'est juste une manière de communiquer, de mettre en valeur. Exactement. Et puis en plus nous ce qui est cocasse, c'est qu'on l'a, alors je pense qu'on fait tous partie de sa génération, et c'est pas pour rien que ces phénomènes-là se sont développés en même temps, et que nous on a pensé à changer la pratique de la poissonnerie. Et d'ailleurs j'en reviendrai parce que j'ai pas trop expliqué comment ça s'est vraiment fait le déclenchement avec le sang glace. Mais en fait au début, quand on a fait nos recherches et qu'on a négocié notre fonds de commerce, qu'on a pensé à la poissonnerie sans glace et tout, je ne connaissais pas Josh Niland. En fait, on l'a découvert à un moment donné. Du chemin, sur le chemin. Voilà. Et je me suis dit, mais c'est génial. Et en plus, moi, je m'en suis servi vraiment comme caution. Il faut que les gens aillent le voir. Il faut qu'on explique ce que c'est, parce que si les gens ne connaissent pas, Josh Niland, c'est quelqu'un qui fait vraiment le lien, justement, entre, et notamment vis-à-vis des découpes et la préparation du poisson. Et si les gens vont sur son Instagram, donc Niland, Niland, il a sorti un livre aussi qui est hyper bien, qui est formidable, que je recommande mais tellement vivement, sur des techniques de découpe, sur plein d'a priori à casser sur le poisson, enfin voilà. C'est vraiment ça. Et la manière dont il le met en image, les découpes qu'il fait, clairement, on croirait des découpes du bœuf, du veau, de l'agneau. Enfin voilà, il découpe, mais en plus c'est chirurgical, c'est magnifique, c'est presque un peu snob, et on a du poisson sur du marbre, et pour le coup il y a pas de glace non plus. Oui, c'est clair, il y a pas de glace du tout. Et puis bon, il a une chance, et ça c'est ce qui fait la grosse différence entre ce qu'on fait et ce qu'il fait, c'est que pour le coup il est restaurateur, et que du coup c'est finalement alors pas plus simple, parce que je vais pas dire ce que c'est simple ce qu'il a fait, parce que c'est absolument fabuleux, mais en fait il a la possibilité de pouvoir découper les poissons et travailler toutes les pièces qui ne travaillent pas. Et ça, chose que en poissonnerie, si on voulait vraiment construire un savoir-faire poissonnier plutôt qu'un savoir-faire cuisinier, parce que là on est vraiment à mi-chemin, nous c'est ce qu'on essaye de faire à la poissonnerie, c'est vraiment de créer un métier de poissonnier à part entière, où il n'y ait pas forcément besoin de mettre de côté telle ou telle pièce, mais de construire cette culture du poisson entier, en fait, de travail entier, sans avoir besoin de valoriser par ailleurs tout ce qui peut être transformable, en fait, parce que... On va revenir sur l'histoire, mais juste poursuivons sur cette idée de la valorisation du poisson. On a parlé de l'œil parce que c'est un peu exceptionnel et c'est rigolo, mais il faut raconter d'autres choses. Les gens qui viennent au quotidien, ils te demandent pas, alors des filets certainement, des yeux certainement un peu moins, mais il y a quoi d'autre en fait qu'on peut travailler plus simplement comme partie à valoriser dans le cou du poisson. Il y a des parties derrière la tête qu'on a tendance à oublier, et en fait pareil là, si vous voulez faire des tartares, des choses comme ça, en fait il y a des parties qui se grattent à la cuillère, qui sont extrêmement faciles à aller chercher, et en fait ça se détache facilement, il n'y a pas d'eau qui vient avec, enfin d'os d'arêtes qui viennent avec, et là vous avez de quoi récupérer en général sur une tête de poisson vraiment une belle quantité de poisson, ça fait un petit tartare super, surtout si vous faites des sashimi ou des choses comme ça. En général, vous mettez ça à côté, c'est très agréable de manger ça. Il y a aussi bon, tout ce qui est collier en fait de poisson qui va entourer la mâchoire du poisson et qui va venir jusque sous le cou en fait. Mais là on se parle de très peu de matière. Bah en fait ça dépend. T'as des clients qui viennent et qui viennent pour ça? Non, mais en revanche, on a beaucoup de clients qui achètent des poissons entiers et qui du coup en fait vont nous demander de faire le filet, et du coup vont avoir que le filet de poisson, alors qu'à côté de ça il y a toute une tête de poisson où il va y avoir des choses à faire, et puis enfin en fait basiquement un peu comme, alors on n'a pas tous l'envie de se faire toujours des bouillons et des choses comme ça, mais tout ce qui est arête et comment dire, colonne vertébrale du poisson, même la tête et tout ça, c'est quand même bourré de collagène et de choses très très bonnes, c'est très goûteux, en plus il y a vraiment beaucoup de saveurs là-dedans, et c'est
extrêmement simple, même presque plus simple qu'un bouillon de poulet à faire. C'est-à-dire que tu prends une tête de poisson avec ses arêtes ou même sans tête, juste les arêtes, tu le mets dans un petit volume d'eau pendant une demi-heure à eau frémissante. Ça te fait déjà en fait un petit bouillon de poisson assaisonné. Tu le sales un petit peu. C'est ultra simple. Et toutes ces parties-là, en fait, on n'a pas du tout la culture de la valorisation. Alors qu'un peu c'est vrai qu'on n'y pense pas. Quand on va chez le poissonnier, on prend nos filets, hop, le truc part. Il y a beaucoup de pertes aussi, du coup, j'imagine. Ouais, il y a beaucoup de pertes. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de garder beaucoup de carcasses parce qu'on fait nos propres soupes. Donc du coup, on les valorise autrement. On fait des soupes de poisson. En fait, finalement, c'est quand on chope l'habitude de le faire, c'est très simple entre guillemets de faire des bouillons, de faire des soupes. Et donc on fait ça. Et puis voilà. Ensuite, vraiment un bouillon de poisson, c'est hyper simple. Et si je dis ça aussi, c'est que c'est par rapport à la consommation d'un poulet, où en fait on va l'acheter, à moins qu'on achète vraiment des volailles d'exception, mais on va l'acheter globalement moins cher que du poisson. Et nous, c'est aussi ça. Enfin, la raison pour laquelle on insiste aussi sur la valorisation de toutes les parties du poisson, c'est que le poisson, en fait, on va pas en manger à tous les repas parce que en fait l'océan ne nous le permet pas déjà aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire que en gros, ce serait bien de pas basculer là-dedans, de redécouvrir le poisson, oui, mais de pas faire comme. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vaut mieux manger un peu moins de poisson, mais en manger du très bon et de manière, bon, c'est un peu une banalité encore ce que je dis, mais d'en manger moins souvent mais de très bonne qualité. Et je suis pas mal un scientifique, un agronome qui s'appelle Didier Gasquel, qui est un grand spécialiste de la pêche et qui est un halieute en fait et biologiste, il me semble. Et donc il explique que en fait ils font énormément de travaux sur le calcul des ressources. Donc c'est-à-dire qu'ils calculent en gros tout ce qu'il y a comme poisson dans l'océan qui constitue la ressource exploitable. Et en fait, il faut savoir que en gros, on consomme 30 à 32 kilos de poissons par an par personne, là où si on veut respecter les stocks et on veut que les écosystèmes fonctionnent bien, que les populations se renouvellent et qu'elles soient bien gérées, il faut en consommer entre 8 à 10 max. Ah oui. Voilà. Donc là aussi, on est même sur un terrain qu'on ne connaît pas, qu'on méconnaît, on est déjà en surconsommation de ce. D'accord. On est vraiment déjà en surconsommation, mais aussi parce que en fait, on consomme pas mal de produits dérivés sans le vouloir, où il y a du poisson. Enfin bon, voilà. Et donc tout ça pour dire que c'est vrai que c'est bien que, enfin c'est bien, c'est pas pour être moralisateur, mais c'est vrai que c'est agréable de se dire qu'avec un poisson, on peut faire plusieurs repas, parce que en fait, d'une partie, vous allez avoir déjà si on sépare juste les filets, dans les filets, on a compris qu'il y avait plusieurs parties. Dans la tête, il y a plusieurs parties aussi. Il y a les arêtes, etc. Avec les arêtes, vous allez faire une sauce. Donc là, vous pouvez faire vraiment un fond de sauce qui va vous allez vous faire des pâtes. Donc ça va faire un repas. Avec la tête, vous allez faire un bouillon. Avec la tête décortiquée qui a été cuite dans le bouillon et tout, pareil. Bon, ça va vous faire un deuxième repas. Après, les filets, je sais pas, vous allez prendre les filets, vous allez vous faire un troisième repas. Donc en fait, avec un poisson, pour 2 personnes, on a déjà 3 soirs de. Ouais, c'est hyper. qui sont faits. Et c'est très simple et en plus c'est amusant parce que vraiment c'est ça aussi ce qu'on essaye de porter un petit peu, c'est que la cuisine du poisson elle est pas si compliquée que ça, qu'on a très peur de rater ses cuissons, on a très peur de mal assaisonner ou quoi que ce soit, alors qu'en fait c'est vraiment très 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 simple quoi. Si le poisson en fait quand il est chaud il est cuit quasiment. Et ça, c'est très facile à vérifier, même sur des poissons entiers. En fait, voilà, ça se vérifie très facilement, quoi. Oui, ça décomplexe. C'est pas mal. Ça fait du bien d'entendre tout ça. C'est pas mal. Je pense que les gens, ça peut leur. Donc, si on reprend l'histoire et toutes ces considérations qu'on s'est dites, tu vois ce potentiel-là, tu te dis, on va rendre la poissonnerie un peu plus sexy, ou en tout cas, il y a des choses à faire autour de la poissonnerie. Comment ça bascule et comment l'idée te vient et comment on en vient à cette absence de glace et c'est quoi le chemin? Eh bien, donc, on se marie. Et le Première des choses, avant d'ouvrir une poissonnerie, il faut se marier. On se marie, genre le 30 août, tu vois, en 2019, et on part 2 semaines en voyage de noces. On part en Camargue, on était parti pas loin du tout, mais on s'est dit au lieu de partir à l'autre bout, au lieu de partir à l'autre bout du monde, on avait mangé plein de poissons grillés d'ailleurs, c'était un signe je pense. Mais pour dire que on était parti, on s'est dit on va pas partir à l'autre bout du monde, on va partir dans un endroit de France qu'on connaît pas, et c'était formidable. On s'est dit on prend 2 semaines et 2 semaines après on rentrait dans le dur. Donc on avait prévu nos entrées dans les boulots respectifs, et moi j'avais choisi de bosser directement en poissonnerie du coup, ayant visé
réaliser ce potentiel-là. Et Marie-Victoire, elle, de son côté, a choisi d'aller essayer d'explorer pour être sûr de ce qu'on faisait. Encore, on essayait d'être assez structuré dans notre approche, mais elle a été chez Cos, les épiceries Cos. D'accord. Voilà, pour essayer de comprendre un peu des épiceries avec plein de sourcing, une grande variété de produits, le sourcing de produits de grande qualité. Enfin voilà comment ça fonctionnait, comment aussi fonctionnait un commerce à cette échelle-là en termes de marge, en termes de réflexion sur le coût, comment tu marketes le truc. Enfin bon, ça a été une super expérience. Elle y est restée, je crois qu'elle y est restée un peu plus de 6 mois là-bas. Et après, moi, je suis allé bosser en poissonnerie. Alors un petit peu en poissonnerie traditionnelle au début. Et là, j'ai vraiment fait le constat de la glace. Ouais, je peux peut-être m'attarder un peu sur ce moment-là. Alors complètement. Qu'est-ce que tu découvres et qu'est-ce que tu vois à ce moment-là? Alors du coup, je commence en poissonnerie traditionnelle et en fait, je constate. Alors, il faut savoir que la poissonnerie était juste à côté de la boucherie où mon beau-frère faisait son apprentissage. D'accord. Donc là, tu vois les deux mondes juxtaposés. Ouais, exactement. Ça a été un maillon important de toute notre reconversion professionnelle en plus parce que tu vois le parallèle dont je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui s'orientaient vers la boucherie mais peu vers la poissonnerie, et je vois mon beau-frère passionné par ce qu'il fait. Nous on était à l'époque encore dans nos métiers et on le voit vraiment s'éclater dans son métier de bouche, donc on se dit bon allez on y va. Et en fait je m'installe, du coup il était en apprentissage dans cette boucherie et la poissonnerie était collée à sa boucherie. Et nous on arrivait pour mettre en place l'étal de glace, on arrivait en gros à 5h du matin, alors que lui il arrivait peinard à 8h pour mettre la boutique en place. On prend un petit café, la moquerie intercorporation là, c'est tranquille les bouchers. Tu crois que ça vient d'où l'expression discuter le bout de gras? Oui, c'est vrai. C'est vrai, ils prennent le temps, il faut rien les boucher. Non mais en fait je voyais la praticité, en tout cas la facilité d'ouverture. La facilité d'ouverture de sa boutique, de son travail, et la manière dont en fait c'était plus facile que ce qu'on faisait nous. Donc on arrivait très tôt, on était trempés, donc bottes, cirés, etc. Parce que vraiment on est trempés quoi. Quand on transporte des caisses de glace, qu'on commençait à fondre, qu'on fait un étal de glace, on est très vite hyper trempés. On tombe 5 fois parce qu'on n'est pas réveillé, que le sol est glissant, on a mal aux mains. Enfin moi j'ai mon alliance, je l'ai fait rétrécir, agrandir une première fois, et après une fois que j'ai quitté la poissonnerie et comme ça, je l'ai fait rétrécir parce que mes doigts ont tellement gonflé en fait avec l'utilisation de la glace. Puis en plus c'est con, mais comme t'es mouillé constamment, tu dérapes, tu fais pas attention en attrapant un poisson qui n'a pas forcément été préparé, donc tu te plantes les arêtes dorsales dans le doigt. Donc en fait t'as vraiment c'est un métier où tu fais corps et âme avec ta très pratique. ingrat pour le coup, ce que tu décris là, c'est compliqué. En fait oui, c'est-à-dire que c'était super agréable parce que c'est vraiment, tu vis ton métier à 200%, mais par contre c'est les conditions, beaucoup de contraintes quoi. C'était vraiment c'était pas je vais pas dire que je m'en plaignais parce que j'avais choisi le métier de poissonnier et j'avais pas encore pensé à cette révolution absolue de la glace, mais en tout cas je vois que c'est super compliqué. Et bon je me dis c'est pas normal que mon beau-frère arrive à mettre tous ces filets de viande dans une vitrine réfrigérée et que nous on soit obligé de faire ça avec la glace. C'est-à-dire que toi t'es quand même parti en te disant je vais faire poissonnier, mais t'avais pas ton idée quoi. Non, en fait moi j'avais vraiment comme idée de révolutionner le métier en se disant il faut le rendre sexy. Sans savoir trop par où prendre les choses. Mais j'avais pas encore pensé, quand on a choisi de se reconvertir, j'avais pas encore pensé à la conservation sans glace. C'est vraiment en expérimentant le truc. Combien de temps tu mettais pour mettre un étal de glace déjà juste avant même de manipuler du poisson? Tu sais que j'avais fait une étude à ce propos. Enfin une étude. Il y a un groupe de poissonniers sur Facebook et j'avais fait un sondage et il y a plus de 800 membres quand même, donc c'est quand même pas mal. Et j'avais fait un sondage pour leur demander quand je réfléchissais au truc combien de temps ils mettaient entre l'arrivée en boutique, donc commencer à dresser l'étal plus le service la fin du dressage de l'étal et la pose des étiquettes de prix, tu vois, combien de temps ils mettaient. Et la grande majorité des votants avaient mis entre 2 à 4 heures. Donc tu te rends compte que on se parle même pas de vente, on se parle de rien, on se parle de prépa. J'étale la glace, je prépare mon étal quoi. C'est ça. En fait, si tu fais de la vente, t'en fais, mais t'es pas encore terminé de vraiment dresser ta boutique ouverte, c'est ça. où t'as plus rien à toucher sur l'étal quoi. Donc temps énorme.
matière énorme parce que cette glace, c'est tous les jours qu'on la mobilise. Exactement. Donc c'est très lourd en manutention. C'est-à-dire que tu prends des pelles de glace, tu prends des gros bacs de glace, etc. C'est vraiment lourd en manutention. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Donc tu consommes énormément d'eau potable. Ça c'est clair parce que voilà. Enfin c'est obligatoire. Et puis en plus elle fond, donc tu recharges toute la journée. Et puis en plus il y a un autre facteur, c'est que t'as une espèce de, moi c'est ça qui m'avait aussi préoccupé, c'est que t'as une espèce de charge mentale sur le fait que ton poisson soit brillant ou pas, qu'il soit bien réfrigéré ou pas. Et ça, moi, ça m'avait vraiment marqué, c'est-à-dire que je me disais, mais lui, le boucher, finalement, il est assez tranquille sur son truc. Et nous, on veut que le poisson soit tout le temps brillant et tout, donc on recharge de glace toute la journée. On a trop peur qu'il sèche parce que sinon, il est plus trop vendable, quoi. Il est pas très beau pour le client, il est pas attirant. Et du coup, bon, tout ça, ça participait à cette complexité. Et puis, je constatais aussi quand même que le soir, on se faisait des petites fringales avec mon beau-frère et ma femme, et en fait, il avait une facilité à faire griller sa viande. Alors, je l'avais déjà constaté, mais là, du coup, vraiment, je l'expérimentais, où il grillait sa viande hyper facilement. Et nous, le poisson, enfin, c'était toujours bon, bah, tu prends ton poisson, tu le mets au four, et puis tu le fais cuire comme ça. Un poisson, c'est une bonne sauce. Enfin, du coup, je trouvais ça un peu dommage parce qu'on n'avait pas ce côté hyper croustillant, super agréable, à part quand le poisson est vraiment fait au barbecue, tu vois. Et ça, je me suis dit, c'est quand même bizarre parce que on passe notre temps à humidifier le poisson et du coup résultat des courses, alors d'une part c'est compliqué, mais en plus de ça on a vachement de problèmes à le cuisiner de manière simple et comment dire et réconfortante, ce côté grillé quoi qu'on aime vraiment tous, et ça m'a vraiment fait tilt sur l'utilisation de l'eau pour le goût et pour le fait de bien le cuisiner, de bien le griller. Et pareil pour la consommation crue, parce que je voyais que les poissons étaient super mous quand même, les poissons se ramollissaient vachement. Parce que clairement, tu parles depuis tout à l'heure de possibilités, et notamment des tartares, des sashimi. Moi, je cuisine beaucoup. Franchement, je me fais jamais un tartare ou des sashimi avec un poisson que je vais acheter dans une poissonnerie traditionnelle, et notamment pour cette raison, c'est que ils ont pas la même tenue. Et certainement du fait qu'ils soient gorgés et humidifiés, ils ont pas la même tenue que quand tu vas dans un restaurant de sushi et que tu fais un vrai truc. Ton truc est là où il fait la gueule, c'est pas sexy, ça fait pas envie, c'est mou, c'est chaud, ça marche pas quoi. Ouais. Et complètement, c'est-à-dire qu'il y a ça, puis il y a un autre facteur aussi qui participe un peu au fait que le poisson se ramollisse, qui commence à avoir des mauvaises odeurs et une texture désagréable, c'est que généralement, alors dans la grande majorité, les poissons ne sont pas éviscérés. Et ça, c'est un truc pareil qui m'avait frappé. C'est-à-dire que je me suis dit, Il faut que tu nous décrives ça. Ils sont pas éviscérés parce que ça paraît dingue quand on y pense, quand on fait le parallèle aussi. Oui, en fait c'est donc, ça. C'est-à-dire le poisson est pêché. Tu reçois le poisson est pêché. Il est stocké par le pêcheur sur le bateau le temps qu'il rentre au port. Ensuite, il arrive au port. Il est vendu à la criée en général. Je prends le circuit classique. Il est vendu à la criée et ensuite il est distribué aux professionnels. Et en fait, après le professionnel ne va pas le vider en le recevant, il va attendre de le vendre pour le vider. Et du coup nous on se retrouvait en plus la poissonnerie dans laquelle je bossais, c'était pas toujours nickel, et du coup on se retrouvait à vider des poissons et en fait tu les ouvres et t'as une odeur hyper désagréable dedans, t'as les viscères qui commencent à se liquéfier et tout, les ventres, je suis désolé de dire ça au micro, c'est important. Et en fait parce qu'on n'imaginerait pas ça du tout avec de la viande, c'est comme si on tuait un agneau, un bœuf ou n'importe quoi et qu'il arrive en boucherie des heures voire des jours après et qu'on se dise je vous fais un petit steak, attendez parce que là faut que je l'ouvre, c'est dégueulasse parce que ça fait 3 jours qu'il est ouais, puis surtout qu'en fait c'est-à-dire que ce qui est dans les viscères en plus attaque vraiment bien sûr la chair bien sûr. Et du coup ce que fait le poissonnier, c'est que pour pas trop que tu le vois, et il va parer un petit peu le ventre, il va enlever les parties qui sont pas très belles, et s'il le fait en filet là carrément en fait il t'enlève les parties brunes, les parties qui ont été qui se sont dégradées à cause de la présence des viscères, et ils vont te le servir comme ça. Donc toi tu le vois pas, mais en fait le ventre s'est dégradé. Et d'ailleurs c'est marrant parce que là il y a quand même un sujet qui est hyper vague à mon sens, c'est que on a obligé l'éviscération de certains poissons, la communauté européenne, à la Commission européenne a obligé, il y a des règlements où par exemple le cabillaud, les espèces blanches, etc. sont obligés d'être vidés, et d'autres non. À quel stade après la pêche, juste après la pêche. Sur le bateau? Je crois que c'est sur le bateau, ouais. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est sur le bateau. Et en fait, c'est pas vrai pour toutes les espèces. Et c'est pas vrai pour toutes les espèces. Donc en fait, tu comprends pas. Mais pareil, tu parlais de méconnaissance tout à l'heure sur le poisson, mais je crois qu'elle est à tous les stades. C'est-à-dire que
Sur le bateau, ça peut être très contraignant, mais on pourrait imaginer de la même manière qu'il y a des abattoirs que dès l'arrivée à terre, en fait, avant de transiter, le poisson, il doit être traité, quoi, et donc éviscéré. Enfin. Et voilà, et donc et pareil pour finalement pour les écailles, alors je vais peut-être pas parler des écailles parce qu'il y a plein de manières de cuisiner le poisson avec les écailles qui peuvent être agréables, mais en l'occurrence, le boucher ne reçoit pas un agneau avec ses poils ou enfin avec sa toison, un veau avec sa peau, ses poils et tout. Enfin, ça a été nettoyé, ça a été aseptisé, ça a été bien fait, bien nettoyé, bien éviscéré. On est que sur de la viande. Et puis on arrive, surtout en fait, si on veut vraiment valoriser toutes les parties du poisson, si on veut vraiment que ça marche, il faudrait pouvoir bien tuer le poisson, bien le ramener vivant à bord, l'éviscérer rapidement, d'une part pour que le poisson soit pas contaminé, mais qu'en plus de ça, on arrive à extraire, si on peut, certains abats qui peuvent être bons sur des gros poissons. Par exemple, nous on a quand même beaucoup de gros maigres en France, on a même quand même des grosses dorades royales, on a des gros poissons comme ça, des gros pagres, vraiment pas mal de choses où on pourrait récupérer des gros lieux jaunes, des foies, des cœurs, des grosses poches d'œufs, etc. Et en fait, plus tu les viscères, si tu les viscères tard, en fait, tout ça c'est dégradé, quoi. C'est vraiment dégradé, ça sent mauvais et tout ça. Et ça soulève quand même on fait un petit pas de côté parce mais c'est intéressant parce que du coup, on voit qu'en ayant cherché ce concept, t'as quand même interrogé toute la ligne de production et on voit qu'il y a des trucs. Et justement, si on peut poursuivre un petit peu là-dessus, parce qu'on se parle du fait de tuer alors aujourd'hui on parle beaucoup d'ikejime, c'est un truc, enfin on parle beaucoup, ça touche j'imagine un pourcentage minoritaire, mais bon, il s'agit de tuer avec une méthode qui permet justement de neutraliser le système nerveux très rapidement pour que la bête ne souffre pas et que ce soit immédiat, donc c'est idéal. Mais c'est des choses qui se font quasiment sur le bateau, souvent en général, donc sur des petits volumes, sur des choses comme ça. Sinon, en fait, la plupart du temps, il y a encore un problème là-dessus aussi, non ? Ah il y a un gros problème sur la conscience de l'abattage du poisson, c'est-à-dire que on la laisse de côté, en fait, en se disant non, mais on s'en fout, c'est pas forcément nécessaire, alors qu'en fait, on le sait très bien sur la viande. On sait qu'une viande dont la mort va être mal maîtrisée, qui va subir du stress, là, je parle vraiment objectivement, sans parler de bien-être animal. On parle que de goût. On parle vraiment de même biologiquement, microbiologiquement, etc. Ce qui va se passer dans le poisson, enfin dans l'animal, on sait que le stress va conduire à la dégradation de l'animal ou en l'occurrence du poisson. Et là c'est marrant parce que c'est vrai qu'on fait on fait pas cette parallèle, on fait pas ce parallèle entre le poisson et la viande à ce niveau-là. Alors ça, pour le prix, tout le monde le dit, hein. C'est-à-dire que non, le poisson ça coûte cher comparé à la viande. Mais attendez, on va chercher un animal sauvage dans son milieu naturel, et on va le sortir dans un milieu qui n'est absolument pas le même que celui d'un animal. C'est-à-dire qu'on va l'extraire de l'océan, son lieu de vie c'est de l'eau. Donc déjà la dose de stress est monstrueuse comparée à un animal terrestre. Et donc là forcément, donc il y a une hormone du stress qui s'appelle le cortisol, qui va se libérer et qui va conduire à, je suis pas microbiologiste, mais en gros qui va conduire derrière à une acidification des chairs et à une dégradation. Et en fait, si on maîtrise mal cette mort-là, d'une part, on respecte pas l'animal qu'on va chercher. Là, je fais un petit pas sur le bien-être, mais c'est vrai qu'on respecte pas du tout cette denrée qui, en plus de ça, est très rare et de plus en plus rare et quand même très précieuse et magnifique. Et en plus de ça, là, si je parle vraiment objectivement, on va juste conduire à une mauvaise conservation. Et ça, moi, ça a été du coup au fur et à mesure, en réfléchissant, en me disant, en se posant toutes les questions, je me dis, oui, c'est vrai que on n'éviscère pas les poissons. En plus de ça, on les a pas bien, donc forcément, ça se conserve pas bien, quoi. Ouais, il y a rien qui est fait correctement, ou en tout cas, il y a rien qui est planifié, organisé, pensé comme on le fait avec la viande et comme on trouve ça naturel de le faire avec la viande. C'est clair que, par exemple, tu vois, si tu fais un petit comparatif entre le chalut, vraiment, on va dire, le truc le plus brut, basique, vraiment le chalut de fond, gros, tu vois, c'est des gros filets qui sont traînés derrière des poissons. Qui sont traînés derrière des bateaux, et qui ramassent les poissons, qui cueillent les poissons, tu vois. Et en fait, le poisson va s'étouffer, va se noyer en fait il va s'étouffer dans des filets, il va être comprimé par la force de l'attraction et par les autres poissons dans les filets. Et ça, t'imagines, on court après, je sais pas, avec des 4x4 dans un champ, on va courir derrière des petits lièvres et on étouffe le troupeau dans le. Tu vois.
il y a vraiment un parallèle à faire et c'est vrai que quand on commence à prendre conscience du traitement qu'on accorde aux poissons, et on n'en veut plus en manger du tout. Voilà, c'est ça. Allez, on arrête tout, on ferme boutique. Plus de viande, plus de poisson. Merci, c'était une super interview. Merci Arthur. Non mais c'est vrai, t'as raison. Et effectivement, c'est intéressant de se projeter et de faire ce parallèle-là avec un aliment de consommation courante et bien trop courante qui est la viande. Et effectivement de se dire que si on devait la collecter, la traiter de la même manière qu'on le fait pour le poisson, ce serait aberrant. Effectivement, on s'imagine choper des petits veaux, enfiler, les écraser, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, il y a un travail, d'une Australienne, alors qui est autiste et qui a une compréhension parfaite de la sensibilité animale et notamment des vaches. Et en fait, elle avait travaillé, alors je crois qu'elle est australienne, hein, mais elle travaillait en Amérique latine sur un élevage bovin où elle avait mis en place un circuit pour déstresser les vaches avant l'abattage. Et en fait, qui avait des résultats mais absolument formidables sur la conservation, sur le goût, sur la texture et tout ça. Et en fait, elle avait fait tout un circuit qui fait que la vache est rassurée parce qu'elle fait un arc de cercle. Ils avaient retiré tous les obstacles potentiels sur le chemin. Donc, dès qu'elle voit une ombre et tout, on sait que ça les stresse, ça fait augmenter le stress. Ils avaient fait vraiment des études poussées. Et c'est très intéressant. Il y a plein de trucs sur Internet là-dessus. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui connaissent cette femme-là. Et en fait, après m'être posé toutes ces questions de praticité du métier et de comparatif avec la boucherie, et même après qu'on est ouvert, etc., j'ai vraiment mené une plus grande réflexion sur la maîtrise de l'abattage du poisson, et je faisais ces parallèles avec cette femme qui avait mis en place le déstressage des animaux, et donc forcément le parallèle avec le poisson c'est l'ikejime, et dans le meilleur des mondes, il faudrait qu'on puisse avoir des poissons qui sont ramenés vivants à bord déjà, petit 1, et qui sont abattus, dont on maîtrise la mort. Et ça, il faut bien se comprendre, il faut bien se dire que même si oui, parce qu'on parle d'abattage depuis tout à l'heure, en fait, ils sont pas abattus. Ah bah non. C'est important de se le figurer, en fait, ils sont pas abattus. C'est-à-dire que le poisson est sorti de l'eau. Ils sont comme si nous on nous noyait à l'inverse, on nous met sous l'eau puis on nous laisse flotter puis exactement. Dans 90% des cas, les poissons sont laissés, soit ils sont laissés sur le pont et ils s'étouffent le temps qu'ils soient réfrigérés, pour plein de raisons. Soit alors pire des cas, ils meurent dans le filet, ou alors ils meurent attrapés, ils se noient, ou alors ils sont étouffés par les filets, etc. Et après, sinon, ils s'étouffent dans la glace parce qu'ils sont stockés directement, mais ils sont pas abattus. Et ça c'est déjà une chose. C'est fou. Ouais. Et après même ils sont pas saignés, et on sait à quel point le saignement est hyper important pour évacuer les toxines potentielles qu'il y a dans le sang et enlever le mauvais sang, on va dire, qu'il y a dans l'animal au moment de la mort, pour que ça purifie en fait le poisson, et ça sans parler de religion, hein, ça bien purifie sûr, vraiment d'un point de vue microbiologique, et ça permet à la chair de bien évoluer ensuite et de pas garder ces potentielles toxines qu'il y a, j'utilise pas forcément les bons termes, mais qu'il y a dans la chair, et qui vont influer sa conservation, son goût, etc. C'est pour ça que je voulais qu'on fasse cet épisode, parce que ce qui est génial dans ton idée entrepreneuriale en l'occurrence, parce qu'on se parle d'une boutique, d'un commerce, c'est que tu y es arrivé en faisant un chapelet de constats en fait. Exactement. Avec ce comparatif de ok, il y a la boucherie à côté, pourquoi nous, et en même temps pourquoi on fait ci et pourquoi on fait ça, et comment ça marche jusqu'au pont du bateau. Du coup, t'as levé tous ces trucs, tu vois qu'il y a qu'il y a une révolution à faire. Moi, c'est ça que je me dis quand je te vois et quand je vois ce que tu fais, c'est que c'est une révolution du poisson que vous menez vraiment. Ouais. Comment tu passes à l'action? Comment t'as l'idée de pas de glace? Comment ça marche? Eh bien, du coup, après avoir un peu rebattu les cartes, en te disant, putain, c'est encore plus dingue que ce que je pensais. Il faut tout retourner. Voilà. Et donc, en plus, je suis parti de la poissonnerie dans laquelle je travaillais, parce que le poissonnier pouvait pas me garder pour X raisons. Et je suis allé travailler chez Yves Candebord, qui cherchait quelqu'un pour s'occuper de ses poissons. Et donc, un avant-comptoir de la mer. Alors voilà, j'étais à l'avant-comptoir de la mer, et en fait, à l'avant-comptoir de la mer, on traite les poissons aussi pour le reste des établissements. Du coup, ça me permettait de traiter beaucoup de poissons. Et en plus de ça, quand c'est l'écaille, en fait, le poste là-bas, on l'appelle l'écaille. Tu fais toutes les huîtres, les crustacés et tout ça, et tu fais aussi toutes les entrées froides à base de poissons, donc tout ce qui est carpaccio, plein de choses. Donc super, j'avais quand même une bonne école. Une bonne école, bonne prise en main des couteaux, de la pratique. Et du coup, en parallèle, je passais mon CAP en candidat libre. Du coup, voilà.
Et puis le Covid arrive et du coup Covid arrivant, nous on voit un laps de temps qui s'offre à nous avec Marie-Victoire, donc on se dit bah bingo, allez business plan, on y va à fond. Et là je dis non mais en fait c'est certain, voilà, il faut qu'on fasse de la conservation sans glace, ne serait-ce que parce que c'est plus pratique et du coup je cherche sur Mais internet. c'est une intuition à ce moment-là. Bah en fait c'est les constats que j'avais fait en poissonnerie traditionnelle de praticité, c'est-à-dire putain mais il faut qu'on mette en vitrine nos poissons, en tout cas en frigo, parce que la glace c'est pas forcément nécessaire et du coup arrive vraiment notre business plan, c'est-à-dire qu'on se dit on va aller chercher une banque, on va chercher un lieu, un fonds de commerce et tout, et des frigos et du coup des frigos et là je cherche sur internet des trucs qui pourraient me faire penser au parallèle que je fais avec la viande, à la conservation du poisson. Je ne trouve absolument rien et je tombe sur un article dans la revue d'Yannick Aleno là qui s'appelle Yam, un article de Bruno Gousseau qui est un scientifique avec qui ça a été le coup de cœur absolu, et en fait je contacte son centre de recherche, il me dit bah il est pas là, il est aux États-Unis, et là je fais ah merde, je vais jamais réussir à l'avoir, parce qu'en fait il écrit un article à ce moment-là sur le fait que on fait maturer de la viande, mais le poisson de manière contradictoire on gère un pourrissement. Et en fait je me dis mais voilà, mais bien sûr on ne sait pas conserver le poisson, c'est quand même absolument dingue. Et donc du coup le centre de recherche le contacte et il m'appelle depuis Washington. Il me dit oui, alors c'est un monsieur qui a 80 ans, donc c'est un scientifique qui a déjà beaucoup de bouteilles et qui me dit mais Arthur, vous avez complètement raison, il ne faut pas utiliser de glace, l'eau participe au développement des bactéries, je rentre en France dans 2 semaines, blablabla. Il rentre en France et là on se voit et il va me former sur le rôle des bactéries, sur le rôle de l'eau dans le développement des bactéries, comment les bactéries d'altération sont en concurrence de bactéries de conservation. Il me fait des schémas, enfin vraiment c'était formidable, et en plus il a été passionné par ce que je voulais faire, c'est-à-dire moi simplement déjà simplifier le truc, parce que la question que je lui ai posée c'était est-ce que la glace est indispensable ou pas? Parce que moi c'était ça, hein, mon truc de base c'était vraiment bon, ok, j'ai envie que les poissons grillent, j'avais pas encore compris que ça allait avoir un effet formidable, et ça c'est vraiment le travail de Josh Niland qui du coup par la suite a vraiment, on va dire, débloquer les freins psychologiques sur le goût du poisson et tout ça, où j'ai compris qu'en fait lui il disait mais non mais c'est parce que ça améliore le goût. Moi c'était vraiment non, il faut rendre ce métier beaucoup plus pratique, ça va pas quoi. Et du coup en gros il m'explique tout ça, il y a plein d'échanges avec lui et donc je me dis bon bah je vais faire fabriquer des vitrines réfrigérées. Et là je prends contact avec un fabricant d'inox et un frigoriste, et en fonction de tout ce que Bruno Gousseau m'avait dit, on dit bah il faut que les vitrines soient comme ça. Il me dit il faut que vous ayez absolument un bon frigoriste, il faut lui demander ça, et on développe notre première vitrine plus une chambre froide au sous-sol qui nous permettait de garder le poisson à une température qui est de 0 degré. Nous vraiment à cœur du poisson on veut être à 0 degré, parce qu'on sait que les bactéries se développent au-dessus à partir de 2 degrés pour la grande majorité des bactéries, mais dès 0,5 degrés pour certaines bactéries d'altération déjà. Donc en fait on veut vraiment faire le taf de la glace, puis surtout en fait on n'a pas de jurisprudence, on sait pas du tout on va se lancer dans un truc complètement à l'aveuglette quand même, hein. Il faut se dire qu'à l'époque ma femme et notre entourage nous prend un peu, ma femme me prend un peu pour un fou, mais elle me fait confiance, mais notre entourage nous dit vraiment mais vous allez vous planter quoi, vous allez c'est-à-dire que mais tu vas faire comment? Et même le frigoriste il me dit mais attendez, mais vos poissons ils vont avoir aucune gueule, ils vont être secs et tout, et je dis mais je m'en fous, moi c'est pas grave qu'ils soient secs, je m'en fous, en fait c'est un poisson brillant, c'est un poisson qui est humide, et moi je veux pas un poisson humide, je veux un poisson qui soit bon. Et donc voilà, donc ça part un peu de là et tout, mais vraiment au jour on reviendra là-dessus, parce que c'est un vrai frein évidemment, hein. C'est un vrai challenge. Donc on se lance un peu dans l'inconnu, mais bon, je fais fabriquer cette vitrine là. On avait une autre vitrine parce que on rachète un fonds de commerce donc au marché Saint-Germain là où on est, avec une vitrine qui est déjà là. On l'a fait régler en température, mais alors là c'était pas trop compliqué parce que c'était pour tout le traiteur, les coquillages. Et en fait pareil, on se dit mais les coquillages ont besoin de glace, les huîtres souvent et tout. Donc en fait tu vas dans un restaurant, tu manges des huîtres, elles sont conservées au frigo, hein. Les gens ils s'amusent pas à avoir une petite étale de glace dans leur cuisine. Donc bon, il y a pas mal, ça c'est un point important aussi, c'est que ce qui m'a rassuré, et la façon dont je l'expliquais aussi au tout début, c'était que je disais aux gens mais vous allez dans un restaurant, le travail nous qu'on veut faire, c'est-à-dire éviscérer, conserver sans glace, etc. En fait dans les chambres froides des chefs, les poissons sont préparés et conservés au sec.
Et d'ailleurs, on a échangé avec pas mal de chefs qui nous disent, mais nous, même dans toutes les cuisines étoilées et tout, on travaille le poisson comme ça, c'est-à-dire qu'on on le conserve pas dans la glace. Bah, bien sûr, ouais. Et d'ailleurs, ça se fait de plus en plus dans les restaurants. Tu vois de plus en plus de poissons suspendus, Oui. et on commence à parler de Ouais. maturation dans Tout à certains fait. restaurants et tout. Ça devient ça se développe vachement. visuellement, ouais. ça devient quelque chose aussi. Tout à Donc, fait. quand ça commence à exister visuellement, ça veut dire quelque chose aussi. Ouais, exactement. Et puis donc voilà, donc en fait ça a commencé comme ça, on ouvre la boutique et c'est quasiment concomitamment avec l'ouverture de la boutique, peut-être ouais, enfin je dirais on avait fait fabriquer les vitrines et tout, je découvre le travail de Josh Nyland et tout, et là pour vous dire, on avait enfin pour te dire, on avait vraiment on avait fait j'avais recopié des phrases de Josh Nyland que j'avais extraites de son bouquin, que j'avais imprimé, que j'avais mis à la poissonnerie en disant la dernière eau que doit toucher le poisson est celle de l'océan, et ça c'est un truc qu'il dit dans son bouquin et qui a été mais vraiment game changer comme Ouais. disent les jeunes. Ah ouais, non mais tu vois, d'un coup ça éclaire le truc et Voilà. t'as l'impression que ça s'aligne et tu dis mais oui en fait évidemment. Ouais. Et ça donc et en fait ce qui s'est passé c'est que donc les premiers clients arrivent, nous on était stressés comme tout, enfin pour l'ouverture ça a été vraiment l'année d'ouverture, ça a été chaud. Les premières semaines en fait les clients sont arrivés dans le marché et ils voyaient nos poissons dans la vitrine réfrigérée. Alors faut que les gens se rendent compte, faut que Voilà. juste moi Ouais. je vais le dire parce que pour toi c'est ta normalité désormais, mais on est sur le marché Saint-Germain, donc on est dans un quartier extrêmement c'est bourgeois, c'est un quartier bourgeois clairement. Et il y a ces vitrines qui ressemblent de fait à des vitrines de boucherie, donc c'est-à-dire une vitre, effectivement une plaque en inox, rien du tout, et dessus un poisson qui de fait ne brille pas, n'est pas luisant. Et on fait souvent l'amalgame, et tu le disais, c'est important aussi de déconstruire ça aussi. C'est pas parce que ça luit que c'est frais. Ouais. Et vous même penser le contraire. Ouais. Donc là, ils sèchent et ils ont pas cet aspect habituel. Ah bah ouais non. Donc j'imagine que les premiers clients, quand ils ont vu ça, ils se sont dit, ils attendez, arrivent à la excusez-moi, vous êtes en poissonnerie, panne, ouais. il y a une panne, non, il y a Ouais, une panne c'est de ça, frigo, ouais, vous allez ouais. devoir jeter votre Oui, produit. c'est ça. Ils me disent mais il manque un truc là et en plus on a plein de conseils des commerçants du quartier qui s'inquiètent un peu pour nous parce qu'ils nous voient arriver tout feu tout flamme et ils nous disent ça serait peut-être bien quand même de mettre 2-3 citrons, des algues, je sais pas, ou même un tout petit peu de glace peut-être au fond. Et en fait nous on est là mais non. C'est vrai que c'est on drôle, veut tu te pas. rends compte de l'imagerie du truc, quoi, la Ouais. connerie du. Et en fait, on se dit non, mais enfin le boucher, il a pas besoin de décorer sa pièce de viande. Alors ça se fait, mais à titre accessoire. Ouais, Alors ouais. que c'est vrai que dans la poissonnerie, c'est vrai que tu vas dans une poissonnerie, c'est un tableau en général. Ouais. Les étals C'est sont vrai. ultra décorés. T'as des fleurs, t'as des trucs dans tous les sens pour mettre en avant le poisson. Et là, nous, on arrive à un truc méga chirurgical, Minimaliste, ultra voilà, minimaliste. sur de l'inox, avec des poissons qui ont un masque mortuaire, avec ils sont un peu séchés, donc ils ont la bouche ouverte, les yeux écarquillés. Enfin, c'est vraiment différent. Puis en plus, on a des poissons qui sont vidés, qui sont écaillés, et du coup, ça change complètement la perception des gens. Ouais. Mais on n'a pas loupé un client, c'est-à-dire que oui, toutes les personnes qui passaient devant la boutique, qui étaient clients du marché en fait, qui allaient voir ouais. aussi d'autres commerçants, on leur disait ne soyez pas étonnés si notre poisson vous effraie, s'il est sec, c'est parce qu'en fait blablabla, on expliquait, on veut pas apporter d'eau à la conservation, mais regardez un poulet, en fait quand vous allez chez le boucher, jamais vous aurez idée que le poulet soit mouillé ou arrosé ou quoi que ce soit pour lui donner un aspect luisant. Et en plus de ça, si vous y réfléchissez un petit peu, la composition du poisson, donc qui est de la chair en fait, avec des muscles, avec Elle a des pu fibres, savoir. elle a quand même pas mal de comparatifs similitudes, bien et de sûr. similitudes avec la viande. Et donc pourquoi aller apporter de l'humidité à la conservation? Et du coup, on enrobait le discours au fur et à mesure des clients. Et en fait, ça Épuisant, a marché. balèze. Ouais, mais Ah ouais, alors franchement, balèze. épuisant. Honnêtement, on a été. Mais c'est ça aussi, parce que tu proposes un truc qui est tellement à contre-courant de l'imagerie qu'on se fait de la chose. Ouais. Que bah ouais, là c'est un bah, bâton de pèlerin qu'il faut du coup, prendre. on sortait de parce que Marie-Victoire, elle après chez Cos est allée bosser. Donc elle a fait une formation de cuisine. Après en fait, elle a bossé chez Cos. Elle s'est rendue compte que c'était pas l'épicerie. Bon voilà, on allait simplifier notre modèle. La poissonnerie, moi ça m'allait bien. Elle continué de chercher. Et elle me dit mais en fait j'ai très envie de me former en cuisine, ce qui a été formidable parce que après bon je pourrais en raconter, mais elle développe toutes les recettes de la poissonnerie. Elle est extrêmement bonne cuisinière. Puis elle s'est formée. Elle a fait la formation de Thierry Marx, la cuisine mode d'emploi, qui a été géniale. Et en fait Cantboard l'avait prise en stage à la sortie, donc Heureusement qu'il était resto. live. Ouais non mais c'est super parce que vraiment ouais non mais je le remercie parce que ça a été enfin franchement il nous a accueillis à bras ouverts et ça a été très agréable pour ce monde qu'on connaissait pas. Il nous a accueillis, il nous a expliqué, puis on s'est donné à fond avec lui, donc c'était super. Et quand on a ouvert, Cantboard est venu et il est venu voir et il m'a dit les gars. Oh putain les gars. ah bah oui il a dit
Il a dit oh putain, vous allez choquer, hein. Oh là là, vous allez choquer. Et c'est vrai que c'était le cas parce que les gens étaient là. Et il me dit vous avez bon. Vous avez un truc, hein. Je comprends ce que vous voulez faire, mais vous avez peut-être un peu d'avance. Ouais. Les gens sont peut-être pas trop prêts. Mais même quoi. encore, hein, même moi quand je suis venu et quand on s'est rencontrés il y a quelques semaines là, c'est étonnant quand tu découvres ça visuellement. Oui. Il faut de l'explication. Hein. Nous, c'est pour ça que d'ailleurs que Josh Niland a écrit un bouquin et qui a fait un tabac parce que c'est vrai qu'en fait quand tu commences à expliquer le truc, c'est vrai, t'as aucun besoin d'aller humidifier un poisson. Donc la glace, elle est pratique. Mais en fait, elle est pas nécessaire. Si tu respectes de la température, le poisson a pas d'humidité, pas besoin d'humidité pour se conserver. Et puis après, tu continues ce que tu disais, le chapelet de découverte et de travail. C'est-à-dire que après, tu vas vider le poisson, tu vas le nettoyer hyper proprement, tu vas le conserver dans une ambiance sèche. Et puis après, tu vas le conserver non pas à plat pour qu'il s'écrase, mais tu vas le suspendre. Et ça, c'est un point aussi important dans tout le travail, c'est que pourquoi la viande est suspendue dans les carcasses de viande sont suspendues parce que en fait à force il y a plusieurs phénomènes, c'est que la viande va s'écraser donc ça va endommager les chairs à cause du poids du morceau et puis en plus de ça il va suinter dans son jus et donc ça c'est bouillon de bactéries hein. C'est-à-dire que c'est le jus qui va s'extraire du poisson en fait va conduire à une effusion de bactéries quoi. Donc le fait de le suspendre ça permet que le froid enveloppe parfaitement le poisson, donc t'as du froid qui va vraiment rentrer dans le poisson, qui va l'entourer, etc. En plus de ça, il va pas s'écraser et il va s'écouler, il va perdre son eau, son jus, son sang, les choses qu'on a envie qu'il perde en fait. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc sur l'action de l'eau, sur le goût et la texture, ça c'est important aussi. C'est-à-dire que, alors je fais ce parallèle qui est pas vraiment vrai, mais qui a quand même une bonne image. C'est-à-dire de se dire, si plus tu mets d'eau dans un sirop, moins il a de goût. Bon là c'est pareil. Si tu apportes de l'eau à une texture de quelque chose d'assez sensible, qui en plus qui est quand même spongieux, quoi. La chair du poisson va absorber l'eau extérieure. Ouais, tu perds. Et d'ailleurs, une des principales, je pense, désaffections du poisson est souvent l'incapacité des gens à en percevoir soit la typicité, soit la subtilité en termes de goût, simplement. Tout à fait. Et puis t'as beaucoup moins de longueur en bouche en fait. Et puis il y a aussi un autre truc, c'est que du coup, si on va au bout, il y a l'éviscération du coup qui va, si elle n'est pas faite, donc la présence des viscères qui va participer à la dégradation du poisson. Mais du coup, ce facteur-là, donc ne pas éviscérer le poisson, potentiellement la mort n'a pas été maîtrisée non plus, donc le poisson est pas dans de bonnes conditions de départ. Mais ensuite, si tu le nettoies pas bien et si tu le conserves pas dans dans un environnement sec, donc où il y a pas trop de bactéries d'altération qui vont se développer, tu vas pas pouvoir l'emmener à un certain stade de conservation. Et c'est là où alors ce qu'on appelle la maturation, mais moi je trouve que c'est un peu galvaudé parce que en fait nous on préfère parler d'affinage sur le poisson parce que c'est des durées plus courtes avec des animaux un peu plus petits, etc. Parce que je sais que dans la viande, je crois que on ne peut parler de maturation qu'à partir de 3 semaines. Il y a un certain stade et puis de toute façon la viande fraîche c'est pas vraiment ce qu'il y a de meilleur. Hein. Toutes les viandes sont un peu maturées. Et donc en fait, si le poisson n'est pas bien conservé, bien préparé, bien abattu et conservé dans un environnement très sain avec une température stable et maîtrisée, eh bien tu vas pas l'emmener aussi loin et donc tu vas louper des développements de saveurs, une longueur en bouche qui va être très intéressante, qui va être très bonne, avec vraiment quelque chose qui est décuplé. Et d'ailleurs, les chefs japonais qui quand même travaillent beaucoup là-dessus sur cette notion sur la recherche de l'umami et du bon goût du poisson. Et les chefs japonais avec qui on travaille en comptoir de sushi notamment nous disent que le poisson, quand il est bien conservé et qu'il sort de chez nous, ils ont ce goût très équilibré d'umami et qui est long en bouche. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut rechercher et qu'on peut avoir grâce à une bonne conservation et jusqu'à un certain stade de conservation. Question, est-ce qu'aujourd'hui le public, on se parlait de ses premiers temps, maintenant ça fait combien de temps que la poissonnerie est ouverte ? On a ouvert la poissonnerie depuis 3 ans. Ok, donc 3 ans. Est-ce que le public, les clients comprennent ? Est-ce que ce sont des bons ambassadeurs ? Et est-ce que dans la restauration, t'as aussi des échos et des chefs qui viennent par curiosité ou par goût ou qui travaillent avec toi, vous?
Ouais, bah écoute, pour les clients, oui, on a une super clientèle. Alors c'est marrant parce que tout le monde nous dit ouais, en même temps vous allez vous installer dans le 6e, c'est quand même un quartier. Ouais, bah, enfin bon, faut voilà. convaincre les gens, hein, s'ils ont pas envie de. Et en fait, ça a été un choix. Hein. C'est-à-dire que nous, on savait quand même que la clientèle du 6e est une très belle clientèle qui allait potentiellement pouvoir comprendre ce qu'on voulait faire. Et donc, ça a été un choix de venir s'installer dans le 6e. Et en plus de ça, on était absolument dingue du marché Saint-Germain. Nous, on voulait vraiment s'installer au marché Saint-Germain. On trouvait ce lieu magnifique. Et donc, la clientèle a été super bonne dès le début. Et ça, ils nous ont écoutés. Et franchement, mais je suis tellement reconnaissant de nos premiers clients qui nous ont fait confiance parce qu'en fait, t'en chopes un, y en a un autre qui passe dans le marché qui dit ah ouais, tiens, c'est marrant. En plus, ils ont l'air sympas, ils expliquent leur truc. Ouais. Et alors, évidemment, on s'est pris des grosses réflexions. Hein. Je me souviens, il y a une dame la première semaine qui est passée et qui nous a dit ah mais votre merlu, on dirait du merlu de vieux port, il est affreux. Et en criant ça dans le marché, et je m'étais dit mais ils sont vraiment pas cool. Nous, on a tout lâché, on a mis nos petites économies pour choper un emprunt, pour se lancer dans une reconversion. On s'est dit voilà, Marie-Victoire m'a dit mais pourquoi on s'est lancé là-dedans. Et en fait, bon bah c'est pas grave, on a essuyé 2-3 remarques, mais la grande majorité des clients, franchement, nous a écoutés. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Et voilà. Et surtout, tout de suite, ils sont revenus. Et ils nous ont dit mais c'est dingue, c'est-à-dire que le poisson a un goût, rien que ça, pas un bon goût, le poisson a du goût. Et du coup, bah en fait, on a commencé comme ça, en convainquant nos clients. On n'avait pas du tout de restaurateur. Le premier client chef qu'on a eu, on l'a eu que au bout d'1 an, ouais, une bonne année bien tapée. Et en fait c'était un chef qui était venu à nous et on n'avait pas du tout démarché de chef, d'ailleurs on n'avait pas le temps, on était tous les deux avec Marie-Victoire et donc enfin voilà, on a pour raconter un peu le début, en fait on a ouvert tous les deux, on était là, comme on était méga stressés, on voulait que ça soit super propre et tout, bah on arrivait à 5h du matin et en fait on a ouvert au mois d'avril et le mois de mai arrivant, en fait le 6e il y a aussi cet inconvénient, c'est que le quartier se vide et du coup on s'est dit bon bah zut, il faut quand même qu'on arrive à faire du chiffre d'affaires et du coup on est resté ouvert le soir en dégustation. On voulait faire un peu de dégustation sur place mais là on est resté ouvert jusqu'à 23h. Donc en fait on faisait 5h 23h tous les deux sans faire de pause. On était mais sur les rotules, ça a été ça soude. Ouais, ça doit pas être toujours facile. Bah mari et femme ça soude hein. C'est-à-dire que t'as pas le choix. Tu vois si ça marche, c'est comme c'est ça, mais par contre faut quand même avoir l'air insolite parce que bah finalement t'es beaucoup plus fatigué donc tu t'engueules beaucoup plus. Non, c'est une sacrée aventure. Ouais, franchement et ça a été tellement structurant et ça nous a donné cette force, enfin en tout cas cette envie aujourd'hui de continuer à fond quoi. Ouais. Et j'ai vu qu'il y avait des chefs, j'ai vu qu'Alain Ducasse était venu te rendre visite, c'est pas n'importe qui Alain Ducasse, quand Alain Ducasse se rend et on le voit faire sa tête, hyper intéressé, hyper curieux, on le connaît, c'est un défricheur Alain Ducasse en plus, donc ça c'est des moments j'imagine qui valident, qui tamponnent. Ah bah ça a été une consécration, c'est-à-dire que quand Alain Ducasse est venu, c'était vraiment quelque chose d'attendu, hein, attendu, je veux dire espéré, voire inespéré, et quand son équipe nous a appelé pour nous dire bah voilà Alain Ducasse aimerait venir vous rencontrer, c'était génial, puis surtout ça a été un partage tellement riche parce que il y avait rien besoin d'expliquer quoi. Il a regardé notre travail, il a dit bah oui, bah c'est comme ça qu'il faut faire quoi. Et enfin c'était très agréable parce que ça tombait sous le sens parce que il est cuisinier, il gère des équipes de cuisine et il gère ne serait-ce que des histoires de propreté, de comment dire, d'efficacité, etc. Il y avait juste en fait un environnement propre, pas d'odeur. Un stockage facile. Pas de bottes, vous avez pas de bottes, pas de tablier, pas de trucs comme ça chez vous, c'est pas de bottes, on est en chaussures. D'ailleurs, on peut recevoir du public de manière agréable. Tout le monde se balade dans la boutique. D'ailleurs, on a voulu la boutique extrêmement ouverte. Ça, c'est pareil, c'est encore un truc. Tu peux passer entre les billots. C'est vrai que il y a pas ce truc de la poissonnerie où tu ne passes jamais de l'autre côté finalement. Ça, on voulait vraiment que les gens puissent voir parce que il y a toute cette histoire de propreté qui est ultra importante et surtout de transparence. Et ça, c'est aussi un truc sur lequel on travaille vachement, c'est d'être le plus transparent possible dans notre pratique. On veut que les gens voient ce qu'on fait concrètement. Et c'est-à-dire qu'on travaille, les gens voient ce qu'on fait. C'est tout à fait, mais ultra transparent. Et d'ailleurs, petite anecdote, mais sur le prix, pareil, on essaye d'être ultra transparent avec les clients parce que, en fait, les poissonniers sont quand même taxés d'une énorme réputation de margoulin. Le monde de la pêche en général. C'est-à-dire que tout le monde filoute dans tous les sens. Et c'est-à-dire que nous, quand les clients commencent à tiquer sur le prix ou quoi que ce soit,
bah en fait, on comprend déjà, c'est tout à fait normal que les gens aient cette réaction, mais on va chercher nos billets, enfin nos bons d'achat, etc. Auprès de nos fournisseurs, et en mode, on dit mais regardez combien on l'a acheté, voilà notre calcul de marge, parce qu'il faut payer tout le monde et avoir du bon matos et être bien en place à la boutique et que ça soit agréable. Donc voilà, et en fait les gens comprennent tout de suite et on est hyper transparent. D'ailleurs avec les chefs, on est super transparent aussi et ils comprennent parce que en fait on fait pas un calcul alambiqué pour avoir une marge. Non, enfin en fait on a voulu un truc stable, fiable et du coup ça a été un gros travail aussi de déconstruction de l'image du margoulin poissonnier qui a en fait tu vas lui demander il est frais votre poisson, tu vois, c'est la question qu'on se pose. Mais en fait on devrait pas se la poser. Enfin voilà. Non, on la pose pas chez le boucher. Hein. Ouais. 2 questions. Un aparté justement pour ça. Le sourcing, vous le faites comment? Alors, sourcing, alors déjà, c'est ultra opaque. Donc au début, quand on a commencé à mettre le nez dedans, on est allé à Lorient en fait. On est allé passer des nuits à la criée de Lorient. On avait des contacts, notamment grâce à Jean-François Quintin et à sa compagne Marianne, à sa femme pardon, Marianne, qui nous a qui bossait au port de pêche de Lorient. Donc il nous a filé pas mal de contacts et on a pu passer des nuits à regarder la criée, à comprendre les trucs. On a essayé de rencontrer des pêcheurs, enfin on a fait pas mal de choses et puis j'ai passé des milliards de coups de fil à tous les contacts qu'on me donnait pour comprendre. Donc maintenant vous connaissez des pêcheurs? Ah complètement, ouais, on connaît des pêcheurs, on a pas mal de pêcheurs qui sont venus nous rencontrer, C'est comme ça que vous vous approvisionnez quoi. Alors on s'approvisionne pas directement auprès des pêcheurs parce que c'est pas une solution, enfin c'est une solution qui est pas forcément ultra facile à mettre en place. Ouais, parce qu'ils ont pas le process pour vous livrer forcément C'est ça, puis en fait si tu bosses avec un pêcheur, soit le gars est organisé et il vend à plusieurs distributeurs, mais nous aujourd'hui on n'est pas en capacité d'acheter la totalité de la pêche du pêcheur. Et le boulot d'un marailleur par exemple ou le boulot d'une criée, ça va être ce dispatch d'une pêche qui peut être volumineuse avec. Mais en tout cas, tu sais qui a pêché tes poissons. Et alors du coup, ça par contre, ça a été un méga travail. Ça a été d'aller trouver des marailleurs qui comprennent ce qu'on voulait. Ça a mis du temps parce que on a mis et qui acceptent de rentrer dans le jeu et de vous dire ok, vous aurez le poisson de tel mec parce que c'est celui que vous voulez. Et en plus de ça, parce que en gros, les poissons, on leur fait un peu passer le baptême du feu parce qu'on essaye de les conserver longtemps. Donc quand tu t'achètes un poisson et tu le revends hyper rapidement ou alors tu le travailles pour que ça se voit pas trop. Ou t'as pas le temps de la qualité. Bon. Ouais, tu vois pas qu'il se dégrade. Alors qu'en fait, comme nous, on les garde un petit peu quand même, on va se rendre compte que le poisson se dégrade. Et donc, si on se dégrade, on sait qu'il y a eu un problème dans la chaîne de valeur. C'est pas le bon. Enfin, dans la chaîne de la pêche et du stockage et tout. Mais on les transporte comment ces poissons du coup? Et par contre, on les transporte en glace, toujours. Ouais, c'est obligé. Pour l'instant, en fait, au-delà d'être obligé, c'est-à-dire que on n'a pas encore, la solution. Mais il faudrait que t'aies des trucs réfrigérés sur c'est ça. Quoi. Enfin, alors on y travaille parce que du coup des camions. Parce que tu me posais la question tout à l'heure de savoir comment on envisageait cette révolution et comment on voulait la faire naître. Donc on a eu évidemment la poissonnerie qui est déjà notre petite création de reconversion professionnelle qui a donné énormément de sens à notre vie et tout. Mais en plus de ça, on a constaté très rapidement la praticité de la poissonnerie, tout ce que ça allait retirer. Mais là je vais parler vraiment ne serait-ce que de conditions de travail, c'est-à-dire que pour un ensemble un corps de métier où va y avoir des troubles musculo-squelettiques très importants qui sont liés à la glace, des chutes, des accidents du travail, des maladies professionnelles. Enfin, il y a plein de choses en fait. Le qui fait sont de devoir liées refaire son alliance ou pas parce qu'on a les dos qui gonflent, plein de bordel quand même. Alors que là, il y a plus rien. Voilà. Et en fait, du coup, on se dit mais il y a un énorme travail à mener. Et puis il y a aussi tout un travail sur la législation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on demande aux poissonniers de conserver le poisson entre 0 et 2 degrés. Sauf qu'on sait très bien qu'un poisson, s'il est posé sur la glace, le poissonnier, il va, l'administration va dire, il faut le recouvrir. Oui, mais il fait comment pour vendre son poisson? Enfin, du coup, il y a pas du tout. Voilà, donc la législation, elle est faite, en gros, pour un truc où on se dit, bon, ça tient. Ouais. Mais en fait, c'est faux. Ça marche pas. Ouais, ça marche pas du tonnerre, quoi. Donc, il y a un énorme travail là-dessus. Enfin, en gros, on a vu un peu l'ensemble du chantier qu'il y avait à mener. La poissonnerie marchait. On a eu cette envie, de continuer là-dedans. Et donc on a créé une structure. Il y a la poissonnerie avait 1 an ou un petit peu plus d'1 an. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Avencio et en fait qui porte le projet maintenant dans son ensemble. Et le but, c'est d'essayer d'aller sur tous les leviers qu'on a, d'aller changer les mentalités. Donc ça passe évidemment par la poissonnerie, avec
une espèce de culture d'excellence, d'essayer de communiquer sur le fait que on attire des talents de reconversion professionnelle. Là, par exemple, nous, on a Quentin, Vincent et Fabiola, 3 reconvertis professionnels. Nous 2 avec Marie-Victoire, on a plein de CV qu'on reçoit. On a créé une chaîne YouTube. Alors moi, j'y allais un peu à reculons, mais en fait, il faut. Et en fait, c'est tellement génial. Voilà, on le fait avec beaucoup d'humilité pour l'instant. Hein. J'espère que on se professionnalise petit à petit. On découvre en même temps. Donc voilà, on essaie de communiquer à fond, pareil, pour donner, encore dans l'idée de rendre le métier sexy. Donc il y a toute cette partie vraiment rendre le métier sexy, bosser avec les chefs. Donc là, on a du coup, au bout d'un an, on a pas mal de chefs qui sont venus nous voir, alors au début beaucoup de japonais, et puis maintenant plein, des français. Sûr, on travaille avec vraiment pas mal de chefs qui nous font confiance et qui adorent notre travail, ne serait-ce que de sélection. En fait, rien que ça, au-delà de la simple avantage de conserver le poisson comme ça, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. La qualité des produits, de fait, voilà, qui est intrinsèque et qui est obligatoire quand on fait ce travail. Ouais. Qui est la norme, en fait. Si on veut bien conserver, on est obligé d'avoir ce qu'on appelle de la qualité extra, ou de la qualité A. Et voilà, c'est de l'excellence. Pour le coup, je le sais, puisque tu m'as fait goûter la dernière fois. Mais sauf que c'est de l'excellence, on parle d'excellence alors que ça devrait être la normalité. Ouais. C'est-à-dire que je dis pas ça de manière provocante, je dis ça vraiment parce que, en fait, on a constaté de manière complètement objective qu'un poisson mal tué et mal pêché ou quoi que ce soit, et ensuite mal conservé, mal préparé, pas éviscéré, va pas bien se conserver, va pas être bon. En fait, c'est juste ça, tu vois. Donc c'est pas une histoire de qualité. Enfin bon, bref. Dernière question. T'es conscient que t'ouvres une brèche? Ouais. Ok. 2 options s'offrent à toi. La Viot World Company. Et tu rachètes toutes les poissonneries de France. Du monde. Pour qu'elles soient sur ton modèle. Soit des gens qui nous écoutent, ils disent, putain, il est pas con, cet Arthur. J'ai peut-être fait la même chose. Moi, quand je t'ai rencontré, il y a quelques semaines, j'en ai même parlé à mon poissonnier sur mon marché. Et je me suis dit, mais putain, en fait, dans 10 ans, mon poissonnier, là, au lieu de foutre sa glace sur son étal, machin, il aura un truc réfrigéré qui descendra de son camion et ce sera très bien. Et ce sera ça. Ouais. Comme les camions de boucher, en fait. Et ce sera toi qui auras ouvert ce truc. C'est quoi ton ambition? C'est quoi ta perspective? Comment tu le projettes? Est-ce que c'est toi qui vas justement fournir à ces gens-là les outils pour pouvoir le faire? Est-ce que tu veux ton nom partout? Ou à quel moment tu vas intervenir? Et en gros, quelle est la perspective de cette trouvaille maintenant? En fait, déjà, notre perspective, c'est de continuer de nous épanouir à fond dans ce qu'on fait, et ce sujet qui a passionné pas mal de monde, et notamment ce fameux Bruno Gousseau et tout. Après les premiers frigoristes avec qui on a bossé, j'ai rencontré un chaudronnier qui s'appelle Philippe Chevel, qui est en Charente-Maritime, qui est un superbe artisan, qui a une superbe entreprise et qui fait de la chaudronnerie vraiment très très qualitative, et qui est vraiment sur le secteur de la poissonnerie, et en fait on a continué d'échanger énormément sur la technique de réfrigération. Il est hyper intéressé par ça, et donc on a décidé de développer un matériel dédié à la conservation du poisson. Et ça, c'est l'autre structure dont tu parlais qui s'en occupe aussi. Voilà, exactement. Et ça, je l'ai fait via ma deuxième, la structure qui englobe un peu qui s'appelle, on peut rappeler le nom? Avencio. Ok. Ouais. Donc on peut trouver des informations déjà. Ouais, complètement. Donc on est déjà en mesure, si on est intéressé, de se dire tiens, mais moi en fait cette structure-là, ces vitrines par exemple. Ouais. On peut très bien. Nous, on commercialise ces vitrines. Ça y est. En fait, depuis, c'est très très récent. Ça fait 2 mois où en fait on a lancé la commercialisation de ces vitrines, et on a fait un travail de recherche de dingue là-dessus. On a en fait, dans la particularité de froid qu'on a créé. D'ailleurs, ça c'est pareil. C'était un peu une différence avec Josh Nyland, par exemple. Donc c'est quand même qu'on faisait pas totalement la même chose au début. C'est que lui il préconisait plutôt un froid statique, et nous on voulait un froid ventilé, mais on voulait un froid ventilé qui soit pas trop asséchant, et parce qu'on voulait une répartition du froid qui soit ultra performante et uniforme et stable. Et ça c'est pareil, c'est des travaux de recherche qui ont mené, là en ce moment on est en demande de brevet. En fait on a déposé une demande de brevet sur la technique de froid qu'on utilise, parce qu'on s'est rendu compte qu'elle était unique. Et ça c'est génial, parce que ça a été pareil, en fait moi ça m'a passionné de rentrer là-dedans, dans ces questions de réfrigération
et tout, comme ça paraît pas super rock'n'roll, mais en fait c'est génial, c'est très très intéressant, et surtout en fait toujours dans la recherche de goût, dans la recherche d'excellence, de propreté, de praticité et tout. Ça a été vraiment une évidence de m'engager dans cette voie-là, et donc on a créé même une marque. Alors là pour le coup tu me disais d'avoir mon nom partout, mais c'est vrai qu'en fait on s'est posé à plein de... un moment. Voilà, et en fait on a créé la marque Viot System, qui est une marque de vitrines réfrigérées dédiée à la conservation du poisson. Et ça il faut bien le comprendre, c'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé empiriquement avec ce qu'on faisait, avec nos premières ébauches qui étaient à la poissonnerie, où on a créé notre première vitrine vraiment en fonction de ce qu'on avait compris avec Bruno Goussot sur le développement des bactéries, comment on traduisait ça techniquement avec la construction d'une vitrine, et après on a avancé à fond avec Philippe sur le travail de la conservation et le développement d'un matériel qui soit esthétique, pratique, méga performant en froid et tout. Et donc aujourd'hui, donc là, l'axe qui est pour nous assez important, c'était de se dire bah ok, on arrive avec un truc, on se dit bon bah il faut conserver son poisson sans glace. Ah oui d'accord, mais on le fait comment? Donc c'était d'apporter cette réponse aux professionnels et de leur dire bah écoutez, on vous accompagne aussi avec ça, c'est-à-dire que enfin on vous accompagne pas forcément, mais vous avez la possibilité de remplacer votre étal de poissonnerie par un matériel qui est fait pour ça. Donc par exemple on a lancé une étude à l'origine avec Bruno Goussot et Françoise Leroy, qui est la directrice en fait du laboratoire de l'Ifremer de Nantes. Elle est spécialisée en biopréservation des produits de la mer. Et après après nos premiers travaux initiaux avec Bruno Goussot, j'ai contacté Madame Leroy, parce que j'avais trouvé des écrits d'elle sur internet, et je lui ai présenté mon projet, et je voulais en fait à l'époque lancer une étude mais indépendante, on voulait le faire nous-mêmes. Et j'essayais de lever des fonds et tout pour faire ça, enfin c'était assez marrant, et il y a eu un appel à projet de France Filière Pêche, qui est un organisme qui œuvre un peu dans la pêche et tout, qui voulait financer des études sur l'amélioration des techniques de conservation, etc. Enfin pas forcément dédiées conservation. Et du coup en fait on s'est inscrit là-dedans, et là le syndicat des poissonniers nous a rejoint, et la direction générale de l'alimentation nous a rejoint aussi. Donc en fait c'est vraiment un travail qui est ultra encadré. C'est que en fait bon, ça c'est peut-être tout mon passé de juriste. Non mais pour le coup moi c'est balisé, voilà, et ça a été c'est parce qu'on s'est baqué, tu vois, au début aussi pour le faire. Donc on avait fait rédiger, j'avais fait bosser en fait des juristes sur toute la législation sur la conservation des produits, pour être sûr que nous on faisait pas n'importe quoi. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même une zone grise, parce que personne ne conserve sans glace, donc c'est vraiment juridiquement c'est une grosse zone grise. Et en fait l'étude s'est lancée, et donc on a fait fabriquer pour l'étude le matériel. Philippe a fait fabriquer du matériel qui est comme ça. Donc c'est vraiment, on mène tout en parallèle entre vraiment notre laboratoire empirique qui est l'expérimentation à la poissonnerie Viot, plus tout le travail de recherche avec Philippe, avec les différents scientifiques qui sont maintenant dans la boucle, les organisations professionnelles. Enfin voilà, et c'est ça un peu nous tout ce qu'on essaye de porter avec Avencio, c'est de s'inclure dans cette révolution à plein d'échelles, et aussi d'accompagner les professionnels. Par exemple là on est contacté par énormément de jeunes poissonniers, d'entrepreneurs, de chefs, etc. qui veulent en fait modifier complètement leur façon de valoriser le poisson, métier, bien sûr. Et donc nous on propose de les accompagner. Donc ça c'est tout nouveau, ça commence tout juste, parce que en fait il a fallu aussi qu'on consolide les équipes de la poissonnerie, parce que moi je pouvais pas forcément être en boutique, porter aussi le message ailleurs, aider des professionnels à s'engager dans cette voie-là. Donc voilà où on en est. Trop beau. Je voulais qu'on fasse cet épisode parce que justement en se disant putain merde, le boucher il fait pas comme ça, et si j'enlevais la glace, avec cette idée là t'as levé en fait plein de choses sur toute la filière. T'as questionné en fait tout le process qui amène de l'océan jusqu'aux étals, et ça je trouve ça formidable, et c'est assez rare, et voilà, vous êtes des pionniers et vous allez tout révolutionner. Mais écoute, j'espère. Merci en tout cas. Merci à toi David. Et bravo. C'était un immense plaisir. Alors, vous vous dites quoi après ce podcast ? Moi, quand j'ai rencontré Arthur la première fois et qu'on a échangé autour de sa démarche, j'en suis sorti retourné. Je me suis dit, eux là, ils sont en train de repenser tout un monde. En partant d'une idée, presque d'un pressentiment. Tiens, pourquoi on fait ça avec la viande et pourquoi on fait ça avec le poisson ?
Et puis dès lors, on tire le fil, on remonte la ligne si je puis dire, et on remet en question tout le processus pour nourrir, in fine, le goût, qui, je peux vous le dire, est vraiment différent. Allez-y, goûtez, allez à la poissonnerie, vous verrez, il y a un avant et un après. Merci Arthur pour ton récit hyper inspirant, hyper stimulant, qui montre qu'en se posant des questions, on peut entamer une révolution. Dites-nous, chers auditeurs, auditrices, que vous en avez pensé. Écrivez-nous sur Instagram, @chef_podcast. Écrivez-nous aussi sur Spotify. Maintenant, vous pouvez donner votre avis et dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, comme ça vous ne louperez pas le prochain épisode qui arrive juste là dans quelques jours. On va parler d'insertion par la cuisine des réfugiés à l'occasion du tout récent Refugee Food Festival. Et puis la semaine prochaine, je vous annonce un épisode pépite avec un ovni que je suis allé trouver au bout de la Normandie. Alors à très vite pour une nouvelle histoire, un nouvel épisode, un nouveau chef. Salut!